Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes dans une jolie petite ville, Saint-Denis-de-Pile, et nous sommes accompagnés par Madame la maire, Fabienne Fontenot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Alors, on va essayer de faire un petit point de votre commune. Vous allez nous la présenter un petit peu. Et puis enfin, on va commencer par un petit souci qu'il y a chez vous avec un pont qui est un peu en grande difficulté, on va dire. Oui, c'est un souci certain. Un souci certain avec la fermeture du pont qui relie Bonzac et Saint-Denis-de-Pile. En effet, qui a été fermé récemment par le département, puisque ce pont, comme à peu près 25 000 autres ponts en France, présente aujourd'hui un risque pour ses usagers et nécessite donc une fermeture et ensuite une démolition et une reconstruction qui est donc devenue nécessaire après bien des années de service. Ce pont donc va être repris, remanié par le département qui est propriétaire de cet ouvrage. Alors, est-ce que vraiment cette fermeture de pont pose de gros problèmes pour vos administrés? Oui, pour les habitants du territoire et pas simplement pour les Dionysiens, ceci pose un problème évidemment pour les habitants de Bonzac, pour lesquels Saint-Denis-de-Pile constitue leur centre-ville. C'est également un problème pour les habitants de Savignac, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Cyr-d'Abzac également, enfin, les habitants de ce territoire qui l'empruntaient quotidiennement. Alors, est-ce que le fait que ce pont soit fermé, ça oblige les gens à faire un gros détour? En raison des inondations de la route de Savignac, c'est-à-dire la départementale 120, ils peuvent être amenés à faire un détour plus important par Guîtres ou par les Billots, ce qui engendre en effet un détour d'une dizaine de kilomètres supplémentaires. Ouais, oui, c'est important. C'est important, surtout pour celles et ceux qui pratiquent ce trajet quotidiennement. Parce que votre territoire, en plus, il est quand même très inondé. Et il a été particulièrement cette année. Il a été particulièrement cette année. Ce n'est heureusement pas le cas chaque année, mais nous avons vécu sur la Gironde et même sur le territoire français à d'autres endroits des intempéries considérables qui ont engendré 4 inondations de la route de Savignac. Oui. C'est important. Oui, c'est important. Alors ça, c'est un peu les mauvais côtés de Saint-Denis-de-Pile. Il y en a plein d'autres qui sont hyper charmants. Oui, c'est les mauvais côtés d'une météorologie qui aujourd'hui est déréglée par un réchauffement climatique et auquel nous devrons probablement faire face dans les années à venir. Nous sommes sur un territoire d'eau, donc il convient aussi de pouvoir gérer ce que nous faisons, les risques qui sont engendrés en effet par la montée de l'eau et donc qui nous engage en tant que responsables, en tant qu'élus aussi, et nécessite que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour justement prévenir ces risques. Alors, on va parler un peu de vous. Vous êtes maire de Saint-Denis-de-Pile depuis longtemps? Depuis 2015, depuis décembre 2015. Et avant, vous avez une profession, j'imagine, c'était quoi? Ah oui, j'ai encore une profession puisque le statut d'élu est en effet en question aujourd'hui. J'étais responsable d'un service médico-social, plus particulièrement en charge de la protection de l'enfance. Donc je me suis engagée à Saint-Denis-de-Pile, tout d'abord au sein des associations locales, et puis ensuite j'ai été conviée à m'engager au sein d'une équipe municipale, dont je suis devenue une des maires adjointes, et de fil en aiguille, il m'a été aussi proposé de prendre donc la suite et de me présenter en tant que maire. Alors, la fibre politique, elle est arrivée quand? Depuis toute jeune, à l'école? Ça commençait déjà étant chef de classe? Comme pour beaucoup d'élus, c'est au fur et à mesure d'engagement, donc en faveur des autres. Souvent, ça débute par un engagement associatif.
Et puis ensuite, le souhait d'aller un peu plus loin est toujours en faveur d'un collectif, puisque c'est cela, être élu, c'est cela, être maire, c'est s'engager pour une collectivité. Alors, quand vous avez été élu, votre programme essentiel, c'était quoi pour Saint-Denis-de-Pile? Alors c'était à la fois une continuité et puis un souhait de renforcer les services publics dans des territoires qui aujourd'hui voient partir aussi leurs services publics et qui se sentent abandonnés. Donc ma volonté, c'était de faire en sorte que ici, à Saint-Denis-de-Pile, les habitants puissent trouver l'essentiel dont ils ont besoin pour vivre sereinement, pour vivre bien avec leur famille, leurs enfants, leurs aînés, pour pouvoir résider, mais aussi consommer sur place, pour pouvoir continuer à se faire soigner, pouvoir continuer à aller à la poste, pour pouvoir continuer à se déplacer, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à se former, pour pouvoir aussi s'épanouir et voir s'épanouir leurs enfants. Donc des services qui sont nécessaires pour mailler des territoires et en effet faire en sorte que nos communes ne deviennent pas des villes dortoirs. C'est compliqué de garder une poste dans une commune? Oui. C'est compliqué de conserver des services publics, en effet, mais ça c'est finalement le détricotage auquel nous avons assisté hein, de services publics et pour lesquels il convient de continuer à se mobiliser parce que c'est garantir une équité sur des territoires ruraux qui aujourd'hui éprouvent en effet ce sentiment de déclassement parce qu'ils ont, oui, cette impression de ne pas être suffisamment considérés, regardés. Donc il y a là un besoin aussi de s'engager de telle sorte qu'ils puissent non pas avoir de la même manière égale, mais en tout cas équitable, ce type de service. Oui, mais le citoyen, il ne peut rien faire. C'est vous, par votre oui, combat vis-à-vis bien sûr. de l'administration, enfin Oui. de l'État. Et comment vous faites, vous, pour convaincre l'État de dire non, non, la poste, elle reste chez moi? C'est un combat que nous menons avec nos parlementaires. C'est un combat que nous menons avec nos conseillers régionaux, avec nos conseillers départementaux. C'est comme quand justement vous me parliez tout à l'heure d'être représentant délégué de classe. Eh bien aujourd'hui je suis déléguée d'une classe qui s'appelle Saint-Denis-de-Pile et j'en défends les intérêts et ceux de mes administrés. Voilà, c'est ce qui est attendu en effet d'un maire. Et ça, vous arrivez facilement à conserver l'administration? Facilement, non, pas plus que d'autres, mais avec grande détermination, oui. Alors, Saint-Denis-de-Pile est quand même une commune qui est assez connue dans le monde culturel. Oui. Il y a donc les musiques à Pile, il y a la foire de Saint-Fort, oui. qui va bientôt avoir lieu. Oui. Il y a aussi l'accordeur. Voilà, il y a plein de choses, mais on va rentrer dans le détail un petit peu. Il y a aussi tout ce que vous faites qui est pas culturel, mais important pour la commune. C'est notamment tout ce qui est le système de nourriture, nouvelle cuisine centrale que vous avez. Donc ça aussi, c'est important? Oui, c'est important parce que nourrir dans les 20-30 prochaines années une population qui est croissante devient un véritable défi. Pourquoi? Parce que nous en parlions à l'instant, hein, les dérèglements météorologiques auxquels nous assistons sont liés
ces changements et crée aussi des aléas plus importants auxquels les agriculteurs sont confrontés. Donc, produire aujourd'hui ce avec quoi nous cuisinons, c'est-à-dire des aliments, des fruits, des légumes, élever des animaux destinés à être consommés, devient en effet difficile et nous devons à la fois donc soutenir les agriculteurs et ça passe aussi par non seulement des aides à l'installation, mais l'une des toutes premières aides, et là c'est le rôle d'un élu local, c'est de préserver justement des terres leur permettant de pouvoir s'installer, se développer. Donc notre plan alimentaire communal passe par cette préservation des terres dans le cadre de notre plan local d'urbanisme, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à la fois des terres dédiées à l'urbanisation, mais aussi des terres plus nombreuses dédiées donc à la culture, à l'élevage, parce que il faut aussi constituer ce qu'on appelait autrefois les greniers à blé, hein, mais qui sont aussi des greniers alimentaires, de maraîchage, de cultures diverses, de céréales, et à vouloir bâtir partout. Nous allons passer à côté d'un enjeu qui, je le répète, va devenir majeur. Alors, on le perçoit certainement moins ici parce que, à ce jour, pour la plupart d'entre nous, et fort heureusement, nous ne manquons de rien et pas encore d'aliments. Mais je vous assure que tout comme le logement, l'accès au logement qui est devenu beaucoup plus difficile, l'accès à la nourriture deviendra également un enjeu, d'autant que la ressource en eau est aussi aujourd'hui une autre alerte qui commence à s'entendre et sur lequel il convient de veiller. Et de la même manière qu'urbaniser engendre des difficultés pour favoriser et permettre le développement d'activités agricoles, urbaniser peut aussi engendrer des difficultés par la pression que cela engendre sur la ressource en eau. Alors quand vous parlez donc de plan d'alimentation communal, c'est communal E ou communal ES? Est-ce que vous travaillez pour d'autres communes? Forcément que les maraîchers vont nourrir d'autres habitants que les Dionysiennes et les Dionysiens. Mais bon, tant que maire, je travaille en ce qui me concerne à l'échelle locale, même si évidemment je participe avec mes collègues élus de la Cali à ces travaux, ne serait-ce que dans le cadre de ma délégation au développement économique, puisque nous avons donc adopté un beau règlement d'intervention qui justement nous permet aussi de pouvoir subventionner les équipements nécessaires justement à l'installation, au développement des activités agricoles. Un projet qui est mené aussi par mon collègue Jean-Luc Lamaison. Alors, pour revenir un peu à la cuisine centrale, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une cuisine centrale qui est là pour faire des repas pour les écoles, pour les aînés, pour les personnes en difficulté, mobilité réduite, tout ça? C'est un très bel outil que nous avons développé là, qui à la fois va permettre à nos agents de travailler dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est un premier atout. Il y avait déjà une cuisine avant? Oui, il y avait déjà une cuisine centrale. Deuxième atout, c'est que ça va nous permettre de continuer à confectionner sur place les repas que nous distribuons à nos enfants à la cantine. Nous n'allons pas passer par une liaison froide. Donc nous allons confectionner nos repas. Ils vont pouvoir sentir l'odeur de ce qu'ils vont consommer ensuite. Et nous allons également pouvoir aussi mener avec eux des ateliers leur permettant aussi, justement, quand j'évoquais cette question de l'alimentation et en quoi ça va devenir un enjeu majeur, que les enfants puissent comprendre comment on passe de la terre à l'assiette.
et ce que cela engendre, le travail que cela nécessite, le temps aussi, les efforts et le coût. Pour qu'ils apprécient aussi ce qu'ils consomment, et non seulement qu'ils apprécient, mais en plus que ce qu'ils consomment soit qualitatif et notamment d'un point de vue nutritionnel. Donc ça, j'y étais très attachée parce que pour un certain nombre d'enfants, le repas de la cantine, c'est le repas le plus équilibré dont ils bénéficient. Et les ménages français, avec l'inflation, évidemment, sont regardants sur tous les postes qui sont les leurs. Le coût du logement a considérablement augmenté, le coût des énergies, je ne vous en parle pas, et y compris le coût du panier moyen. Si je vois également un intérêt d'une mairie, c'est justement de garantir de bons repas au sein des cantines. Et ça, c'est également un projet que je souhaitais que nous menions. Donc cette cuisine nous permet cela. Et elle va également nous permettre, puisque nous allons confectionner donc les repas sur place, de pouvoir choisir là où nous allons donc nous servir, et notamment auprès des éleveurs locaux, des maraîchers locaux. Comment on fait auprès des enfants pour leur faire connaître des nouveaux goûts? C'est un super challenge pour le cuisinier, ça. Oui, oui. Et justement, comme ils ont un bel outil, ils m'ont fait certainement le plus joli compliment qu'ils pouvaient me faire. C'est qu'ils m'ont dit, donc, une fois la cuisine centrale livrée, on a envie de cuisiner. Alors, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas envie avant, mais ils ont encore plus envie maintenant. Et là, aujourd'hui, la cuisine, elle existe depuis combien de temps? Là, elle a été livrée il y a 15 jours. Donc, c'est tout récent? Oui, c'est tout récent. Les assiettes des enfants sont vides après chaque repas? Alors, pas forcément, mais ça participe parce que justement, la qualité gustative est au rendez-vous, qu'il y ait moins de gaspillage. Et puis nous travaillons justement aussi sur ces questions de gaspillage alimentaire. Et les enfants, justement, comme ils sont sensibilisés à ce que cela nécessite, encore une fois, de travail, font plus attention aussi. Et donc ont tendance à moins jeter. Alors, on dit repas dit un coût. Oui. Le repas est à combien? Le repas pour les ménages ou pour la collectivité? Pour les deux, parce que j'imagine que la collectivité prend une partie de ce que les parents payent. Alors, la collectivité prend à sa charge, donc quand je dis la collectivité, c'est l'ensemble des contribuables prennent à leur charge le coût global du repas, donc c'est-à-dire ce que nous achetons, le coût agent, l'investissement évidemment, et puis le coût du service à table. Sachant qu'au sein de l'école maternelle, nous servons les enfants un peu différemment qu'au sein de l'école élémentaire, puisqu'à l'école maternelle, justement pour éviter aussi que l'enfant délaisse ce qu'il a dans son assiette, il est accompagné à table par des agents qui donc présentent justement ce qu'il y a dans l'assiette, coupe aussi quand l'enfant justement ne sait pas encore utiliser ses couverts et prend le temps justement avec l'enfant, parce que ça aussi, la question du temps du repas est important quand il est vite servi, desservi. Oui, c'est un moment de convivialité. Oui, et nous avons par exemple des enfants, alors on connaît tous ici les enfants, mais qui peuvent tout simplement parce qu'ils sont pris dans le jeu, oublier de déjeuner. Donc ça aussi, c'est tout le travail qui est mené par nos agents pour veiller à ce que les enfants donc, prennent le temps, s'assiedent, mangent dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour la collectivité, un repas coûte aux alentours, une fois servi, un peu plus de 6 €.
Avec l'investissement, ce sera un peu plus, hein, puisque donc ça, le coût d'investissement pour la cuisine centrale est plus d'1,2 million. C'est un choix important qui est opéré par la collectivité. Pour les familles, il est en moyenne à 2,50 €. D'accord. Voilà. Sachant que pour les ménages les plus fragiles, c'est un repas à 1 €, et ça peut donc évoluer jusqu'à un peu moins de 4 €. Voilà. Puisqu'il y a un tarif qui est dégressif en fonction des revenus des parents. Et alors, les Dionysiens sont favorables à ce genre d'action, que la commune prenne une grosse partie du repas? Les Dionysiens sont tous les 6 ans amenés à opérer un choix dans le cadre justement des élections municipales. Et donc ceux qui sont favorables votent justement pour, les autres contre. C'est aussi le jeu démocratique. C'est en toute transparence, les projets sont décrits et ensuite il y a un choix qui est opéré. Alors il n'y a pas que ça dans un programme. Non. Il y a aussi beaucoup de culture, et donc notamment la foire de Saint-Fort. Comment est venue cette idée de cette foire? Alors la foire de la Saint-Fort, c'est une foire traditionnelle, puisque cette année nous en serons, semble-t-il, à la 147e foire de la Saint-Fort. Il s'agissait auparavant d'une fête dévote permettant donc de présenter les enfants dont la santé était fragilisée auprès donc du Saint-Fort, donc en tout cas d'un ossuaire. Saint-Fort, c'est quoi Saint-Fort? Alors, il semblerait que ce soit donc des ossuaires que nous ayons hérités de la paroisse donc de Bordeaux et qui étaient donc ensuite installés dans l'église de Saint-Denis-de-Pile, et donc il y avait des processions permettant de présenter ces enfants et de demander évidemment donc au Saint-Fort une protection de l'enfant, et ensuite c'était dédié donc au bétail. Nous sommes passés des enfants au bétail, et de la même manière donc il s'agissait de bénir le bétail, puisque il y a une tradition agricole sur Saint-Denis, ce sont des anciennes terres agricoles, c'est pour ça aussi que je veux en conserver aussi pour partie le caractère agricole. Et donc nous avons souhaité conserver cette tradition. C'est important, les traditions, puisque ça nous permet aussi de comprendre d'où nous venons, pour ensuite avoir le choix de où nous allons. Mais en tout cas, c'est important d'avoir une histoire qui imprègne une communauté, qui forge justement son identité. La Saint-Fort participe pleinement justement à l'identité de Saint-Denis-de-Pile. Je crois que c'est la raison pour laquelle elle est autant fréquentée, que c'est une belle fête. Avant tout, c'est une belle fête. Il n'y a plus la vente des animaux, ça se fait plus là. Non, il y a encore quelques animaux qui sont présentés par les rares éleveurs qui restent encore, qui sont, je les en remercie, présents donc pour présenter quelques bovins, quelques ovins aussi, quelques caprins. Et bon, qui renouvelle avec nous cette tradition, mais pour l'essentiel, c'est une foire aux plantes, et désormais aussi une foire bien-être, puisque celle qui donc se déroulait il y a encore quelques années sur Libourne s'est implantée donc à Saint-Denis, profitant du bel espace de Baumat et du parc qui offre un cadre exceptionnel. Si on parlait un peu du patrimoine de Saint-Denis-de-Pile, qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est important. Oui. Alors, le patrimoine à Saint-Denis-de-Pile, il est à la fois paysager, puisque j'évoquais donc
la présence de l'eau, elle a forgé aussi justement le paysage de Saint-Denis-de-Pile. L'hydrographie est très importante. Nous avons bien sûr des ruisseaux. Nous avons 5 ruisseaux sur Saint-Denis. Nous avons donc l'île qui se distingue difficilement. Je le regrette, mais c'est vrai qu'à l'exception de Bonzac et des communes donc, qui sont au-delà, nous ne discernons pas l'île quand nous venons de Guîtres ou de Libourne ou encore du secteur de Saint-Émilion. Puisque finalement, l'île, c'est une des limites aussi de Saint-Denis-de-Pile. Mais l'île a participé aussi à d'autres formes de paysages que sont les palus. Également donc ce secteur des étangs des Chèvres. Alors en fait ce sont des prairies qui sont donc en bord de rivière et qui servaient aussi d'une manière assez privilégiée pour le bétail, donc pour le pâturage. Oui. Alors ça c'est une partie. Et qui sont régulièrement inondés, ces palus. Ouais. Hein, voilà, donc ça permet justement de pouvoir avoir ces terres qui, parce qu'ils sont inondés, ne sont pas bâties. Oui, je me doute. Oui. Oui. Donc là, on a vu un peu tout ce que la partie historique, mais je crois que la meilleure solution, c'est de venir ici à Saint-Denis-de-Pile. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors pour continuer en ce qui concerne le patrimoine, évidemment, le pont fait partie du patrimoine de Saint-Denis-de-Pile, bien sûr. Nous avons également une église classée qui a tout d'abord été bâtie en croix grecque. Puis après un premier incendie, donc elle a été rebâtie sous forme d'une croix latine. Nous avons également donc la chartreuse de Beaumas qui a appartenu un temps à Henri de Navarre avant donc d'être rachetée par Gabriel Roux, un parlementaire bordelais, qui a été donc acquise la chartreuse en 1999 par la municipalité et que j'ai eu l'honneur, le plaisir, pas que le plaisir aussi, ça a parfois été difficile comme toute restauration, de réhabiliter entièrement au moment donc de la construction de la médiathèque, puisque je n'envisageais pas de bâtir un nouveau bâtiment sans restaurer la chartreuse qui est un élément majeur de notre patrimoine. Et donc dans cette chartreuse, il y a donc peut-être la médiathèque. Oui, alors non, la médiathèque est à côté de la chartreuse, c'est un bâtiment distinct. Nous avons également réhabilité le pavillon de jardin qui abrite notre guinguette. J'ai un attachement tout particulier au patrimoine et j'ai souhaité que nous le réhabilitions, en tout cas le patrimoine le plus qualitatif, comme par exemple le bâtiment qui se trouve à proximité donc, de la mairie et qui a abrité précédemment la bibliothèque, avant qu'elle ne soit transférée à Beaumas au sein donc, de la médiathèque. Nous réhabilitons cet immeuble pour le transformer en restaurant et donc ainsi renforcer l'attractivité de Saint-Denis-de-Pile. Vous parlez donc de guinguette, musique à pile. Oui, musique à pile, donc notre festival de musique qui se déroule donc le premier week-end de juin, premier ou deuxième week-end de juin. Cette année, donc ce sera les 7 et 8 juin prochains, avec encore une fois une programmation assez exceptionnelle. Musique à pile, c'est en fait un festival dénicheur. Et vous constaterez que la plupart des artistes qui sont passés par Musique à pile se sont vus décerner dans l'année qui a suivi ou l'année en cours les victoires de la musique. Alors cette année, finalement, l'artiste qui a été choisi par Musique à pile et qui se produira a reçu, lui, la victoire de la musique avant donc, son passage sur scène. Donc c'est Yamé. C'est
un artiste qui mêle le rap aux musiques du monde, donc qui est très apprécié par un public jeune et un peu moins jeune également. Voilà, Raphaël aussi qui va passer, qui est très connu. Donc c'est un très bel événement aussi que nous avons. Donc, alors je dirais pas la chance, parce que cette chance, elle s'est construite. Comme souvent, il faut aller la saisir et en faire une véritable opportunité. C'est tout le travail qui a été mené avec cette association depuis maintenant 26 ans. Comment vous faites ou comment ils font, eux, pour trouver ces nouveaux talents? C'est un travail qui est long, fastidieux d'une année sur l'autre, parce que justement le festival Musique à Pile, c'est un festival qui est subventionné donc par des acteurs publics pour l'essentiel, quelques mécènes également, mais qui n'est pas porté par une major. Donc il n'a pas du tout les mêmes budgets et la difficulté, c'est qu'il se heurte évidemment à ces festivals qui justement de par leurs moyens et leur influence peuvent aussi obtenir le monopole sur tel ou tel artiste qui donc en lien avec sa boîte de production ne signera que pour un festival et donc on les laissera d'autres. Donc c'est compliqué parce que aujourd'hui il est tellement simple de télécharger de la musique, les CD ne se vendent plus. Donc pour l'essentiel ce sont aussi les festivals qui font les revenus, les revenus et puis la notoriété en effet des artistes. Donc c'est devenu vraiment une date importante pour eux, un élément de carrière important. Et par conséquent, il devient plus difficile justement pour des festivals d'obtenir la signature de tel ou tel artiste. Alors là, c'est donc, on a parlé de Musique à Pile. Vous avez d'autres activités culturelles à Saint-Dié-de-Pile? Oui, nous avons donc la seule salle de concert du Libournais, l'Accordeur, qui présente aussi une programmation également exceptionnelle parce qu'elle conjugue des artistes professionnels à des artistes qui ne le sont pas encore, qui bénéficient justement de cette scène pour pouvoir se lancer. Nous avons donc cette salle de l'Accordeur qui travaille aussi avec des publics diverses, des scolaires, également des personnes âgées, également des personnes handicapées, des enfants qui nécessitent justement une attention particulière. L'Accordeur fait tout ce travail de médiation culturelle et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous soutenons. Il faut savoir que la culture est un élément qui participe pleinement au dynamisme d'un territoire et à son attractivité. On a parfois le sentiment qu'elle coûte et qu'elle serait réservée à quelques-uns. La culture, d'une part, elle est très large. Ça passe de la recette de cuisine que l'on se transmet et qui justement participe à un moment donné à une culture plutôt qu'une autre, la musique bien sûr, le cinéma, le livre, les chorales, voilà, c'est cela la culture et ça me permet de mieux vivre les uns avec les autres, ça permet de nous épanouir, ça permet de rêver, de ressentir aussi des émotions et c'est finalement un élément qui n'est pas un supplément de notre humanité, mais c'est vraiment un élément constitutif de notre humanité. Je trouve qu'on a parfois tendance à l'oublier, à délaisser, mais pour ma part,
trouve essentiel dans une commune. Et je sais qu'à Saint-Denis-de-Pile, nous sommes identifiés justement comme une commune dynamique et encore une fois attractive, parce que nous avons aussi su installer, soutenir des acteurs culturels qui participent justement pleinement à la vie locale. Une dernière chose à rajouter sur Saint-Denis-de-Pile? Alors, une dernière chose à rajouter, je pourrais vous Oui, parler je crois aussi, longtemps oui. de Saint-Denis-de-Pile. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous invite en particulier à l'ouverture du restaurant qui aura lieu, donc le restaurant Le Chapitre, qui aura lieu tout début septembre, qui vient compléter aussi une offre parce que nous avons un salon de thé, la cafetière cuivrée, qui aujourd'hui est de plus en plus repéré, identifié, notamment le dimanche matin pour prendre un café ou un thé avant le marché. Nous avons un beau marché justement aussi à Saint-Denis-de-Pile. Nous avons des transports publics gratuits. Je crois que ça aussi, le territoire de la Cali est remarqué et apprécié pour ces transports que j'ai eu l'honneur de mettre en œuvre il y a quelques années, un réseau qui s'adapte, un réseau qui répond aussi à une attente de plus en plus forte, permettant aussi aux habitants de ce territoire de pouvoir se déplacer, aux jeunes aussi de pouvoir accéder justement à ce qui est proposé à Saint-Denis, à Libourne, à Coutras et dans d'autres communes de ce secteur. Et puis, je suis voilà, sur encore d'autres combats, notamment aussi pour la construction prochaine de la brigade de gendarmerie à Saint-Denis-de-Pile, voilà, qui devrait débuter prochainement. Pour cette gendarmerie-là, c'est Saint-Denis-de-Pile qui va payer cette gendarmerie? Non, Saint-Denis-de-Pile a mis à disposition donc le terrain qu'elle a cédé à titre gracieux afin que cette opération donc, puisse sortir de terre. Et ensuite, donc, la gendarmerie deviendra donc locataire de bâtiments qui seront bâtis par Géant d'Habitat. D'accord. On a vu, depuis tout à l'heure, on a parlé donc, notamment de la cuisine, des repas, des nombreuses activités que vous faites au sein de votre commune. Ça a coûté quand même beaucoup d'argent. Comment se comportent les impôts chez vous? Ils n'ont pas progressé depuis 7 ans et ils ne progresseront pas dans les années à venir. Et comment on fait pour réussir ce tour de force? Il faut aller chercher des recettes, donc se mobiliser pour trouver des subventions là où il est possible encore d'en trouver. Et puis il faut aussi être très attentive aux charges de fonctionnement. C'est un exercice auquel nous nous prêtons depuis des années. Qui associe à la fois donc, les services et les élus pour limiter partout où cela est possible nos charges, que ce soit donc, la charge des fluides. Notre plan de sobriété nous a permis de réaliser 20 à 25% d'économie d'énergie, je ne dis pas de montant, hein, puisque donc, nous avons évité justement l'augmentation, mais en termes de kilowatts, nous avons réussi donc à réduire de 20 à 25% ce kilowattheure, ce qui est un effort considérable. Donc partout où nous pouvons faire des économies, nous le faisons pour pouvoir continuer à investir et à préparer l'avenir. Donc on aura l'occasion de vous revoir. Oui, avec plaisir. Voilà, donc cette émission à Saint-Denis-de-Pile se termine. Merci Madame la maire de nous avoir reçus, c'était très agréable. Merci à vous. Et moi je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. À bientôt. À bientôt.